Bonjour, je suis le capitaine Anderson. Quand on me dit que je dois aller aider une base SG, moi je fonce tout de suite pour apporter mon expérience et mon savoir-faire. Alors aujourd'hui, je suis sur la base Pegasus avec le colonel qui me dit que rien ne va plus, c'est ça? Ouais, ici c'est l'anarchie depuis 2 mois. Allez, rien ne va plus comme prévu. Ils ont l'air vraiment durs. Regardez-moi ces 3 cons là-bas. Ils se croient dans Portal. Et il n'est vraiment pas aidé par son second, complètement lu. Rick. J'ai bien fait de venir. J'ai gagné. Bon les gars, on fait le serpent? Allez, le serpent, 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 le serpent. Il est des nôtres, il a son verset comme les autres. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous parler de Stargate Universe. Oui, je vous entends déjà me dire... Eh les mecs là, vous pouvez pas? C'est une série qui a très bien marché et qui fait partie d'une vraie franchise. Et ouais, Poulette. Mais même si elle fait partie d'une grosse saga, Stargate Universe a fait polémique tant elle a divisé les fans. Puis elle a été annulée. Et il nous en fallait peu pour commencer à troller dessus. On découvre une nouvelle équipe SG qui est embarquée avec des civils à bord du Destiné. Tout ce beau monde se retrouve coincé et perdu dans une nouvelle galaxie dont nul ne connaît les dangers qui les guettent. Attends un peu, Stargate Atlantis, c'est l'histoire d'une équipe SG perdue dans la galaxie de Pégase avec des civils. Pas préparés non plus et sans espoir de retour. Attends, j'ai plus vieux, Star Trek Voyager. 2 équipages que tout oppose, obligés de coopérer car perdus dans l'espace, sans possibilité de retour. Mon Dieu, mais j'ai encore plus vieux! Lost in Space et Ulysse 31, une famille perdue dans l'espace sans possibilité de retrouver leur route. Putain mec, je crois que j'ai l'origine de tout ça. Un barbu qui perd tout son peuple dans le désert et qui met 40 ans à ramener tout le monde à cause d'une mise à jour de Google Maps. Par là. En fait non, c'était bien par là. Comme vous l'avez compris, c'est encore méga original. Sans parler du 9e chevron sorti d'Onde Sezou qui ouvre encore une porte vers une destination impossible au début. Cette histoire de chevron nous prend officiellement pour des cons. Ça dispense les scénaristes de trouver une vraie suite logique et scientifique à l'histoire. C'est le syndrome du New Badass Guy. Soi-disant, rien d'autre ne pouvait se passer, mais on s'assoit sur nos propres règles pour ajouter un truc encore plus énorme. La seule chose qui pouvait rendre intéressante cette série, c'était toutes les questions sous-jacentes à cette nouvelle porte des étoiles. macOS ou Windows 8, fibre optique ou 56K, Rubik's Cube ou Tetris? Y avait-il un grand plan de la part des anciens? Pourquoi le vaisseau continue de voyager dans l'espace? Toutes ces questions qui nous viennent quand on met un doigt dans l'univers Stargate. Et là, la seule question que se posent les scénaristes, c'est qui va mettre un doigt dans qui? C'est vrai que quand tu es dans l'espace, sans eau, ni nourriture, ni moyen de rentrer chez vous, et avec lui... Non, calmez-vous, je vous en prie. Tu penses pas à fonder une famille? C'est ce qu'on appelle le sens des priorités américaines. Est-ce qu'il va encore nous tomber sur la tronche? Des gens peut-être? Pour activer le 9e chevron, faut faire péter une planète. Ok, pas de soucis. Mais vu la puissance que ça dégage, faut pas s'étonner que les gens soient expulsés plus vite qu'un sans-papier mexicain lors d'un contrôle d'identité aux USA. Et la porte peut être farceuse parfois. Touche pas à ça, le vagin! Je n'ai pas confiance en une espèce qui saigne plus de 4 jours sans mourir! Le gouvernement nous cache des choses. Oui, le gouvernement nous cache des choses. Non, c'est pas vrai. Bon, sinon, il y a
un gros attrape-geek dans l'épisode pilote. Ouais, le gros là, c'est un de ces stéréotypes de gros no-life qui est recruté par O'Neill car il a résolu un mystère caché dans un MMORPG conçu par l'armée afin de résoudre cette énigme. Comme si dans la vie de tous les jours, il suffisait d'être un pro aux jeux vidéo pour être recruté. Avec les scores que je me tapais à Super Mario, je dois être un pro du BTP. Les enfants, nous sommes dans une crise internationale. Les Russes ont envoyé des chars en Pologne. Ah les putes! Il nous faut un stratège. Et vite. Je connais quelqu'un. C'est un héros de Age of Empires. C'est qui? C'est Wham. Ah bravo! Un héros? Même avec un doigt dans le cul et des slips en guise Dieu, j'aurais pas fait mieux. Enculé! Oh mon dieu, c'est du bon boulot de terroriste. Le troll holocorp, il sait y faire, hein. Je connais ce genre de bombe. Et je connais aussi le mec qui pourra la désamorcer. C'est un pro à Counter-Strike. On va tous mourir, on va tous mourir. Un des points perturbants de cette série, c'est cette guéguerre que se livrent sans cesse les scientifiques et les militaires. Ce principe de tension était déjà présent dans Atlantis, mais là c'est tellement exagéré que l'histoire en prend un coup. En gros, le schéma d'un Stargate est brisé. On avait une équipe au rôle bien défini, le Golgoth guerrier, le scientifique, le militaire de carrière et la conscience hippie et pacifiste du groupe. Dans SGU, il y a trop de personnages. À part le double duo Ellie et Rush d'un côté et Scott et Young de l'autre, tous les autres personnages parasitent l'histoire. Pour finir sans troller, SGU sort après le monstrueux Battlestar Galactica, et du coup tout semble soit repompé, soit plus fade. Les tensions au sein du vaisseau sont un des arcs scénaristiques de Battlestar Galactica. Rush ressemble étrangement à Baltar dans ses tendances à avoir son propre intérêt plutôt que celui de la communauté, et Young a un Adama complètement perdu, sans parler des épisodes temporels qui ont été vus 10 fois dans toutes les séries de SF. Dernier point dans le space opéra en général, c'est l'histoire du bien commun du groupe qui est mis en scène, même si de fortes individualités peuvent en ressortir. Là, on n'a que complot et autres médisances. Autant rester au boulot si on veut vivre ça. Au niveau du casting, là je crois que le producteur a pas bien fait gaffe. On a Louis Diamond Phillips. Et puis on a Robert Carlyle. Et puis Élise Levesque, elle a pas vraiment fait de musique, mais on a les moyens de la faire chanter. Elle a joué dans Flash Gordon! C'est vraiment génial. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tronche? En effet. Toujours dans les erreurs de casting, on a Richard Dean Anderson en mec tout bouffi. C'est une momie ou quoi là? Je vous en prie, j'étais pas qualifié pour diriger la première équipe SG. Puis, y a pas un putain de bon plan d'extraterrestre avant la saison 2. Pas un putain. Bordel de merde, pas un seul plan d'extraterrestre. C'est pas dur à trouver, non? Nous, on a bien des Chinois. Dégage-toi! Pas de coup de mon jean! Et puis, pour vous dire, le rythme de narration est souvent plus proche du drama coréen que de la grosse série américaine. Pour vous dire, quand on a préparé l'émission, notre journal de bord est mort d'ennui. Cher journal, aujourd'hui de mai 2013, je suis encore pucelle et je prépare l'épisode de Stargate Universe. 16 minutes 09, je me suis endormi, histoire d'amour bizarre, qu'est-ce qu'on s'en fout. 17 minutes, je rentre en sommeil paradoxal. 18:05, je me réveille, scène de baise. 5:22, soirée black avec fumée et tout avec DJ Anubis. Que 25-12, Certel Z, le top de la geekerie. Il faut que j'arrête de le faire aussi dans ma vraie vie. 32-49, c'est quoi cet écho de merde sur les flashbacks? 32-50, nouvelle scène de cul, ouais. Ah non merde, j'ai zappé sur Playboy TV. 40-20, toujours rien et Maxime n'est toujours pas revenu. 65e minute, toujours puceau, fin du journal. On a aussi les pierres de transfert, qui se font ici une place plus importante que dans les autres séries de la licence. Mais là encore, ça prend des lourdeurs intergalactiques. On sent que les mecs ont surkiffé le concept. Pourquoi il est amorphe comme ça? C'est parce que j'ai mis la pierre sur Evangeli. Trop cool. Viens, on dessine des trucs. Ouais. Oh maman, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi. Je suis né en levant le doigt comme un connard. Après ton la coupe récré, oui en loose day, je vendais mes crottes de nez comme un
plaît. Une caisse de keuf, à juste devant, on la doute sans clignotant. Comme des connards, si on touche à tête des Qui filles, c'est? on s'entend de ton œuf. Comme des connards. C'est traditionnel. C'est par où, Lyon? Ah, c'est par là-bas. Ouais, on n'est pas arrivé, hein. C'est par là. Là, Non mais elle a aucun sens d'orientation, faut pas l'écouter. Non, mais... C'est par là, je t'assure. La dernière fois on s'est perdu à cause de toi. Ouais, mais c'est pas que je voulais faire un petit chat, c'est ta faute. Hop, viens par là. Là-bas? Non, c'est par là. Faut pas l'écouter, elle va me faire Par là. Non mais, hein, je me reviens à Lyon, moi. Donc la série se finit sur un hommage aux femmes infanticides qui congèlent leurs gamins. Oui, parce que tout le monde se congèle à la fin. Sauf le gros. Bah oui, c'est bien connu. Les gros ne rentrent pas dans le congélo. Donc, pas de vrai début, pas de vraie fin. Ça fait un peu chier, hein. Une distribution trop importante et pas mise en valeur. Un montage trop lent et un scénario sans rythme. Histoire trop répétitive d'épisode en épisode. Overdose de pierres de transfert. Un nouveau mystère laissé par les anciens. Robert Carlyle. Une seconde moitié de saison 2 qui commençait à devenir très intéressante. On aurait aimé que la série se poursuive. On vous dépose quelque part?